Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre 3 dimanches d'affilée en compagnie des médecins cancérologues. Octobre Rose s'en va, malgré son agenda chargé, nous avons eu l'occasion de le recevoir pour célébrer ce mois consacré à la sensibilisation au dépistage massif et à la prise en charge des lésions précancéreuses. Changement de cap, nous allons également évoquer le nouveau poste dont il vient de bénéficier, coordinateur du programme national de lutte contre le cancer. Professeur Bangali Traoré est notre invité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Dans la deuxième partie, vous pouvez nous appeler au 620 58 90. D'ici là, les questions. Retour en plateau, le thème va porter sur Octobre Rose, bilan et perspective. Bonsoir docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Comme je le disais tout à l'heure, malgré votre agenda chargé, on ne saurait parler d'Octobre Rose sans faire un bilan. Quel bilan peut-on tirer du mois d'octobre consacré au dépistage massif, à la prise en charge des femmes détectées précancéreuses? Bonsoir Marie, c'est un plaisir d'être ici et je remercie la RTG de m'avoir invité sur ce plateau. Docteur, dites-moi tout pour parler du bilan du mois d'octobre et du programme national de lutte contre le cancer. Quel bilan donc peut-on tirer depuis le 1er de mai? Octobre s'en va. Quel bilan peut-on tirer d'Octobre Rose? Coordinateur en même temps, chef service, je ne sais pas si vous avez les 2 casquettes toujours. Alors, j'ai toujours les 2 casquettes, je suis toujours chef de service de cancérologie à l'hôpital national d'Onka et je suis le coordinateur du programme national de lutte contre le cancer. Alors, quel bilan? Je dirais que c'est un bilan qui est positif. Positif en ce sens qu'il y a eu assez de mobilisation de la part des ONG, mobilisation de la part des sociétés, des entreprises et même de certains ministères pour sensibiliser la population sur le cancer du sein, le cancer de façon générale, les cancers féminins, mais tout particulièrement sur le cancer du sein. Mobilisation également pour sensibiliser les femmes à se soumettre au dépistage. Mobilisation au niveau des structures, des centres où on effectue le dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus. Mobilisation de façon globale. C'est une vraie satisfaction. En termes de dépistage, nous n'avons pas les statistiques des autres centres, mais pour le centre de dépistage Aminata Souaré, il y a eu une très forte mobilisation. Je dirais que ce n'est pas assez parce que pour le mois jusque-là, ils sont autour de 500 femmes reçues en consultation pour le dépistage, alors que l'année dernière, le centre a reçu à peine 120 ou 150 femmes pour la consultation pour le dépistage. Et donc je dirais que c'est un succès. C'est pas grand, mais c'est un succès par rapport à l'année dernière. Très bien. Le bilan également, c'est en termes de détection des lésions. Il y a eu plus de 15 cas de lésions mammaires, dont 3 cas fortement suspects de cancer du sein, et également des lésions précancéreuses, au moins 18 qui doivent faire l'objet de traitement. Il y en a qui ont déjà été traités. Et également, il y a eu au moins 5 cas suspects de cancer du col de l'utérus. Donc ces cas vont être orientés dans les structures de prise en charge pour justement diligenter cette prise en charge. Très bien. On ne saurait parler de bilan avec succès sans traverser quelques difficultés avant, même le mois d'octobre, pendant et voire même après.
Donc, parlez-nous les problèmes, les situations auxquelles les médecins cancérologues, de façon générale, pendant ce mois, ont été confrontés. Alors, vous savez, le mois d'octobre, ce n'est pas uniquement pour les professionnels de la santé. C'est pour toute la société dans sa globalité, la société civile, les gouvernements, les institutions, toute la composante dans la société. Donc nous sommes tous concernés pour ce mois d'octobre. Et donc des difficultés, bien sûr qu'il y en a. Et surtout les associations, les ONG, qui sont des associations de personnes, des volontaires à but non lucratif. Donc c'est sortir, faire de la mobilisation sociale, ça demande des ressources. Par exemple, c'est un mois rose pour marquer l'adhésion à la cause. On demande aux gens de s'habiller en rose. Donc ça veut dire qu'il faut faire par exemple... Tout le mois l'idéal, c'est au moins une fois par semaine, ou en tout cas, il faut marquer le mois en s'habillant en rose. Aujourd'hui, c'est les derniers jours du mois, on n'est pas habillé en rose. Peut-être vous avez... on n'est pas habillé en rose, mais il y a l'insigne rose, il y a le ruban rose. On ne sait pas, d'accord. Alors donc ça demande de la mobilisation des ressources. Et ces ONG qui sont sur le terrain sont confrontées à d'énormes difficultés. D'énormes difficultés. Donc c'est surtout cela. Les centres qui reçoivent les femmes pour leur offrir le paquet minimum du dépistage ont besoin aussi d'accompagnement, de soutien pour offrir, parce qu'il y a des consommables à mettre en place. Il faut motiver, il faut mobiliser les ressources humaines pour venir rendre service à la population. Donc il faut des ressources pour cela. Donc ça demande énormément de ressources et un accompagnement. C'est sûr que si ces ressources sont mises en place, on accompagne les associations, les structures, on peut faire encore mieux. Très bien. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, Octobre Rose s'en va, demain 31. Quelle perspective donc au nouveau? Vous avez cité beaucoup d'organisations, mais moi, je n'ai pas entendu le ministère de la Santé, partenaires techniques et financiers, et des partenaires locaux, des associations, vous l'avez mentionné également. Et pourquoi pas la population, ce triangle, quelle perspective, professeur, pour 2023, 2024, etc. Alors, les acteurs de la lutte contre le cancer, c'est d'abord le ministère de la Santé. D'accord. À travers le programme national de lutte contre le cancer. Depuis très longtemps, nous avons bataillé pour qu'il y ait ce programme. Le programme assure le leadership et la gouvernance de la lutte contre le cancer. Donc le ministère de la Santé, oui, c'est en tête de liste parmi les acteurs de la lutte contre le cancer. Il y a aussi les autres départements ministériels qui sont également concernés par la lutte contre le cancer. Donc le cancer, c'est vraiment, ou la santé de façon globale, c'est un secteur qui est transversal, qui demande l'intervention, bien sûr, du ministère de la Santé, mais aussi des autres départements ministériels. Il y a les partenaires. Les partenaires en tête de liste, c'est l'Organisation mondiale de la santé. C'est notre partenaire clé de la lutte contre le cancer. Et il y a aussi d'autres partenaires qui nous accompagnent. Il y a les ONG. Alors les perspectives surtout, c'est le programme vient d'être créé. Alors perspective, je dirais à court terme, c'est une urgence et une extrême urgence que nous mettons en place le plan cancer. C'est le plan cancer qui va permettre d'aider à mobiliser les ressources, d'orienter, d'avoir des axes stratégiques, une orientation politique de la lutte contre le cancer. C'est ça l'urgence. Et secondo, il faudra, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs sur le terrain, il y a beaucoup d'ONG qui sont sur le terrain. Chaque ONG a un secteur particulier dans lequel l'ONG fait ses actions. Alors c'est important de fédérer ces actions-là.
c'est important de les fédérer autour d'une coalition. Une coalition sous forme de ligue qui va parler au nom de la société civile. Et je crois que en matière de politique aujourd'hui, la société civile joue un grand rôle dans l'orientation, dans la défense de la société. Et c'est extrêmement important que pour la lutte contre le cancer, qu'il y ait aussi des coalitions, une coalition qui va parler au nom de la société civile. Si la lutte contre le sida, la lutte contre le paludisme, la lutte contre les maladies que nous connaissons a connu aujourd'hui un succès, c'est grâce à la société civile. Grâce à la société civile qui a soulevé des points, qui a été associée à toutes les étapes de l'élaboration du processus. Et donc c'est important que la société civile soit unie autour d'une coalition. Donc il y a le plan cancer qui est une priorité, une urgence, une extrême urgence. Il y a aussi la coalition au niveau de la société civile, parce que dans l'élaboration du plan cancer, c'est important d'associer la société civile, mais aussi tous les partenaires qui sont actifs dans la lutte contre le cancer. En fait, notre ambition, c'est d'élaborer un plan avec des partenaires qui sont prêts à nous accompagner, qui sont prêts à nous financer le plan qu'on va élaborer. C'est bon d'élaborer des plans, un plan qui va embrasser tous les secteurs de la lutte contre le cancer, mais c'est important d'identifier des partenaires qui vont nous aider, à exécuter le plan. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un document utopique sans qu'on ne fasse l'absorption du contenu qui est déjà développé. Bon, professeur, vous avez marché un peu sur ma langue, c'est la question que vous avez répondu tout à l'heure. Changement de cap, on allait atterrir au programme, vous l'avez défini. Et depuis quand vous avez doublé la casquette? Coordinateur du programme national de lutte contre le cancer. Bon, c'est ce que je disais, le mois de septembre, c'est un mois qui est très généreux, qui est vraiment généreux pour la République de Guinée. Et il y a eu beaucoup d'événements, mais aussi, je suis né en mois de septembre, et donc le programme, la coordination du programme national de lutte contre le cancer nous a été confiée au mois de septembre. Donc c'est un mois qui est très généreux. Alors donc, c'est une structure qui est très naissante, récente, au ministère de la Santé, donc qui s'attelle justement à mettre en faire place des grands chantiers. Voilà, le plan cancer. Donc c'est un gros chantier. Et ce plan cancer, il y a la gouvernance. Donc il faut renforcer la gouvernance et le leadership. C'est pas uniquement le coordinateur qui va assurer ça. Donc il faut toute une équipe qui est là, une équipe transversale qui va assurer cela. Il faut également développer les différentes activités de lutte contre le cancer, en commençant par la communication autour de la maladie, l'information et la communication autour de la maladie, sous tous les aspects. Il y a la prévention au niveau primaire, la prévention au niveau secondaire, la prise en charge des malades, l'accompagnement des malades, l'évaluation des activités de lutte contre le cancer, le suivi du programme. C'est ça qui va nous permettre d'évaluer l'efficacité du programme et d'adapter le programme en fonction des réalisations, en fonction des difficultés et en fonction des acquis. Il faut aussi de la recherche. Il faut renforcer la recherche sur le cancer. C'est extrêmement important. Donc tout ça, c'est le programme qui va assurer cela. Il faut renforcer la surveillance épidémiologique du cancer. On ne parle pas de cancer, d'une maladie sans les données. Donc on a un registre du cancer qui a besoin d'être renforcé. Professeur, vous avez parlé tout à l'heure un plan à court terme quand on a évoqué tout à l'heure les perspectives. Est-ce que ce plan est déjà mis en place? Non. Nous sommes en train de démarcher pour cela. Pour le faire, qu'est-ce que vous avez concrètement besoin? L'élaboration du plan, c'est un long processus. C'est un processus parce qu'on part d'une analyse situationnelle de ce qui est déjà là.
de ce qui manque, les acquis, les faiblesses, pour définir les priorités nationales en fonction des ressources disponibles. Le plan, c'est ça. C'est d'abord cette analyse situationnelle. Donc on fait le point, l'état des lieux. Donc c'est ça qui va nous permettre de définir les besoins de la Guinée en matière de lutte contre le cancer. On ne peut pas tout résoudre à la fois, mais on regarde les partenaires qui sont disponibles. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on mette en place un gros plan et il n'y a pas de ressources. On n'a personne pour nous accompagner à exécuter ce plan-là. Donc on va définir avec nos partenaires les priorités en fonction des ressources disponibles et ensuite développer. Donc c'est un long processus. Il y a ce qu'on appelle l'examen impact. C'est un examen donc, qui permet de faire l'état des lieux de la prévention à la prise en charge, à l'accompagnement, la recherche, l'enseignement, ainsi de suite, sur le cancer dans un pays. Et ça permet vraiment de ressortir les faiblesses. Ça permet de ressortir les points forts. Ça permet de ressortir ce qu'il faut maintenir, ce qu'il faut corriger. Et ensuite, aller sur des priorités qui vont être définies en fonction des ressources disponibles dans le pays, en fonction des partenaires qui vont nous accompagner. Donc c'est à partir de ça que le plan va être élaboré. Est-ce que l'on peut connaître quelques grandes lignes quand même de ce plan? Parce que septembre, vous avez une semaine, est-ce que vous avez quand même vous avez mis quelques points en brouillon pour vous permettre d'avoir une orientation des grandes lignes par rapport à ce plan? Les grandes lignes de ce plan, c'est la gouvernance. D'accord. La gouvernance et le leadership. La gouvernance au niveau du ministère de la Santé, il faut aussi renforcer la gouvernance au niveau de la société civile. Parce que beaucoup d'activités de lutte contre le cancer nécessitent la participation inclusive de la société. Donc il faut renforcer la société civile. Il faut également renforcer les partenaires qui sont sur le terrain. Ça, c'est côté gouvernance. Il y a la planification. C'est les plans d'action opérationnels. Donc il faut développer cela. Il y a la surveillance épidémiologique. Ça, c'est le rôle du registre des cancers. C'est ça qui permet de générer, de recenser toutes les données sur le cancer. C'est en quelque sorte un système national d'information sur le cancer. Et ensuite, il y a la prévention. La prévention primaire. La prévention primaire consiste à lutter contre les facteurs favorisant le cancer. Dans toute sa globalité. Ce n'est pas uniquement le cancer du sein ou le cancer du col de l'utérus. Tout à fait. Tous les cancers. Il y a le dépistage ou la prévention secondaire. C'est-à-dire qu'il y a des cancers qu'on peut détecter précocement. Donc il faut développer des activités par rapport à cela. Il y a des cancers qui peuvent être éliminés, qui peuvent être évités grâce au dépistage. C'est comme le cancer du col de l'utérus. Il y a le traitement du cancer. Le traitement du cancer nécessite le renforcement du plateau technique, le renforcement des ressources humaines. Le cancer, dans un hôpital, c'est comme une faculté de médecine dans une université. Quand vous allez dans une université, la faculté de médecine est toujours à part. Dans un hôpital, un institut du cancer est toujours une entité à part entière dans un hôpital. Donc, c'est un complexe qui regroupe ceux qui sont chargés du traitement médical du cancer, ceux qui sont chargés d'opérer le cancer, ceux qui sont chargés de faire la radiothérapie sur le cancer, et également les autres aspects de l'accompagnement, de la recherche sur le cancer. Donc, c'est une entité particulière dans un hôpital. Bon, nous ne sommes pas encore arrivés à cela. On était en train de se battre pour avoir un service de cancérologie, ce qui est déjà acquis, mais ce n'est pas suffisant. Il faut avancer. D'accord. Il faut qu'on avance. Donc, il y a le traitement. Il y a également le suivi des activités de lutte contre le cancer.
Donc tout ce qu'on a cité là, la gouvernance, la prévention, société civile, ainsi de suite, tout ça, il faut un suivi, il faut une coordination dans le suivi. C'est ça qui permet d'évaluer l'efficacité. C'est ça qui permet d'améliorer le processus. Très bien. Professeur, quand je vous ai entendu parler tout à l'heure, vous avez parlé de ligue, de coordination en ligue. Qu'est-ce qui va changer? C'est le plus haut sommet de la sensibilisation? En fait, ce sont des ONG. Parce que chaque ONG agit ça et là. Donc chaque ONG a ses activités propres. Mais on est plus unis quand on parle d'une seule voix. Okay. C'est ça la Ligue. L'Union internationale contre le cancer fédère. C'est en quelque sorte une fédération. Ça fait partie du plan? Oui, ça fait partie du plan. C'est-à-dire que nous, le gouvernement a le devoir de soutenir les associations, les ONG pour l'exécution des programmes de lutte contre le cancer. Si je dis par exemple qu'on va développer des structures de dépistage, il faudra sensibiliser la population. Ce n'est pas le gouvernement qui va sortir pour aller sensibiliser. Tout à fait. Le gouvernement fera sa part en finançant par exemple les spots publicitaires et autres. Mais ceux qui sont concernés, si eux-mêmes ils sont impliqués dans le processus, on a réussi la lutte contre la maladie à virus Ebola. C'est grâce à la société civile. C'est grâce aux communautés. Donc on implique les communautés. On a réussi la lutte contre la pandémie à coronavirus. C'est grâce à la société. Donc il faut les impliquer, il faut renforcer ces sociétés-là. Mais tout en se disant, on renforce d'abord la gouvernance au niveau du ministère de la Santé. Il faut renforcer l'équipe de coordination. C'est ça qui permet d'asseoir ce qu'il faut pour lutter contre la maladie. Très bien. La coordination, le siège va se trouver normalement, les conditions normales à Conakry, et la population de l'intérieur, comment cela va se gérer? Mais la lutte contre le cancer va être gérée comme les autres départements, les autres programmes de lutte contre le cancer, la maladie. Il y a la coordination, il y a aussi les points focaux, régionaux, préfectoraux, sous-préfectoraux. Donc il y aura une décentralisation. Mais il faudra d'abord meubler la structure. Tout ça, ça doit faire partie de l'élaboration du plan. Doter du consommable, doter des radios, en tout cas les appareils. Alors il y a l'équipe de coordination qui va assurer donc le rôle qui va permettre la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de lutte contre le cancer. Il y a ça, d'une part. Il y a aussi les partenaires qui sont dans les structures de santé qui vont assurer justement ces activités. Parce que le combat du cancer se gagne avant l'hôpital et au niveau de l'hôpital. Avant l'hôpital, c'est la prévention. Donc ça, la communauté joue un grand rôle dans ça. Dans l'hôpital, ce sont les professionnels de la santé. Donc les professionnels de la santé ne sont pas les seuls à pouvoir lutter contre la maladie. Donc c'est important de souligner cela. Très bien. Vous avez encore dit tout à l'heure le traitement où vos prédécesseurs, les 2 dimanches, ont parlé du manque de traitement lié à la radiothérapie dans le pays. Alors ça va être un défi pour vous, hein, n'est-ce pas? Ouais. En tant que coordinateur, comment rehausser le plateau technique à ce niveau? C'est un gros défi. Mais c'est un investissement qui est très important, très lourd, mais c'est un défi. Je ne me mets pas à la place du ministre de la Santé ou du gouvernement ou des acteurs qui ont la capacité de nous doter de cela. C'est un processus. Nous allons nous y mettre. Nous avons tout intérêt à ce qu'il y ait la radiothérapie chez nous. Mais c'est le seul traitement qui manque dans la prise en charge au niveau du traitement cancer? Ah non, ce n'est pas le seul traitement. C'est
La chimio existe chez nous déjà? La chimiothérapie. Oui. Il y a la chimiothérapie qui doit être renforcée. Ok. Il faudra qu'on arrive progressivement à disponibiliser les anticancéreux au niveau de la pharmacie centrale de Guinée Ok. et au niveau des pharmacies hospitalières. Ensuite, secondairement, on va demander, et ça, c'est le rôle surtout de la société civile, Très bien. de s'impliquer pour qu'on puisse obtenir la subvention de ces médicaments-là. On puisse obtenir la disponibilité gratuite de ces médicaments anticancéreux. Les pays voisins l'ont fait. Tout à fait. Madame Sidibé. Je suis d'accord avec vous. Le Sénégal l'a fait. Je suis Le d'accord. Sénégal a un budget de plus d'1 milliard de francs CFA. Pourquoi pas nous? Pour acheter les médicaments anticancéreux. C'est gratuit, oui. Nous avons les ressources. Et je On crois peut y arriver. Avec le plan, nous y arriverons. J'ai confiance en nos autorités pour arriver à cela. Le Mali offre aussi gratuitement les anticancéreux. Il y a des acteurs aussi qui aident les gouvernements à accéder à ces produits. Est-ce que vous avez identifié ces acteurs-là qui peuvent aider le gouvernement? Bien sûr qu'on a identifié ces acteurs, mais on va y arriver. Je ne veux pas anticiper. Très bien. Mais je crois que l'élaboration du plan, c'est pour ça que j'ai dit, on préfère élaborer le plan avec des acteurs qui sont prêts à nous accompagner, qui vont nous aider à exécuter le plan. Donc, il y a cela. Donc, là, il y a la radiothérapie, il y a la chimiothérapie, il y a l'intervention chirurgicale. Mais la prise en charge du cancer est plus complexe que ça. Parce qu'il faut des assistants sociaux, il faut des psychologues. Nous sommes obligés de faire office de psychologues, d'assistants sociaux. C'est pas trop pour un cancérologue, c'est pas trop? C'est trop. Mais s'il n'y en a pas, est-ce qu'on va abandonner nos malades? Non. Non. Donc nous sommes obligés de faire ça. Vous êtes obligé de le faire, mais professeur, vous êtes obligé aussi de mettre en place ces autres services pour vous permettre de vous décharger un peu de toutes ces ressources. Tout ça, c'est un processus, parce qu'il faut accorder de la valeur à la profession. Si avant, on formait des assistants sociaux au centre de formation sociale appliquée de Jean-Paul II, avant, cette école existait. Aujourd'hui, elle n'existe plus. Les salles de classe sont là, mais l'école ne forme plus d'assistants sociaux. On s'est rendu compte de la place qu'occupent ces assistants sociaux lorsqu'on a des urgences sanitaires, lorsqu'on est face à des épidémies. Ebola nous l'a trouvé, nous a prouvé cela. La pandémie à Covid, quand il y a une catastrophe naturelle, un accident grave et autres, les gens ont besoin de ça. Et donc, le cancer, c'est un stress, affecte la psychologie des malades. Donc, il y a un besoin d'accompagnement psychologique. Le médecin, aujourd'hui, en Guinée, est obligé de faire office d'un psychologue. Nous ne sommes pas psychologues. Mais on gagnerait mieux à ce qu'il y ait des psychologues. C'est tout ça que nous allons définir. Il y en a, mais c'est très peu. Oui, il y en a, mais s'il n'y a pas dans les structures de santé, qu'est-ce qu'on peut y faire? Ils sont privés, oui. Il faudra que ces psychologues soient affectés dans les structures là où on peut avoir besoin d'eux. Il ne faut pas ils peuvent s'installer en privé, c'est leur droit, mais ils peuvent aussi apporter leur contribution dans le service. Le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, doit, en corrélation avec le ministère de la Santé, donner de la valeur à ces professions pour que ces professionnels soient disponibles là où il faut pour assurer leurs fonctions. Le numéro normalement doit être affiché, le 625 58 90 73. Vous avez parlé de la recherche. Ah, le numéro sonne déjà. Allô? 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 C'est parti. Professeur, vous avez parlé de la recherche.
en termes de cancer? La recherche. Oui. Encore la recherche. La recherche, ça permet de regarder en face les problèmes, de déceler les problèmes, les causes de ces problèmes, de trouver leurs solutions pour que nos activités soient améliorées. C'est ça la recherche. Ok. Alors, la Guinée a participé dès les premières heures aux premières recherches sur le cancer du col de l'utérus à travers l'enquête de prévalence, la cartographie de la prévalence du virus du papillome humain. On a participé également aux études de faisabilité des méthodes aujourd'hui qu'on utilise dans le dépistage du cancer du col de l'utérus, l'inspection visuelle, à la faisabilité du traitement de ces lésions-là. Nous avons participé à cela. Donc ça, c'est des activités qu'il faut renforcer. Aujourd'hui, il y a le virus du papillome humain, le test qui permet d'identifier le virus du papillome humain dans le dépistage du cancer du col de l'utérus. Aujourd'hui, c'est en train de se développer dans certains pays. La Guinée, pour avoir participé à la première étude de prévalence du cancer du col de l'utérus et de l'infection par le virus du papillome humain, doit également intégrer le test HPV dans son paquet minimum de services pour la détection précoce du cancer du col de l'utérus. Et donc ça, c'est de la recherche. Il faut de la recherche. Pour instaurer, pour connaître les causes au problème, il faut faire de la recherche. Il y a de la recherche fondamentale également qu'il faut faire. Allô? Allô, oui. Oui, bonsoir monsieur, oui. Oui, Votre nom, vous nous appelez d'où? c'est Tunkara, je vous appelle de Imbaya. Nous vous écoutons, monsieur Tunkara. Je voudrais poser une question. Allez-y. Je voudrais savoir les plans de traitement des cancers. Est-ce que les gens sont véritablement traités du cancer chez nous en Guinée? Vous avez compris la question, professeur, le plan de traitement du cancer. Est-ce que les gens sont véritablement traités chez nous? Du cancer, oui, du cancer chez nous. D'accord. Eh bien, on parle du cancer là. Je vous dirais que les patients sont véritablement traités pour le cancer dans notre pays. Très bien. Et c'est vrai qu'on n'a pas de radiothérapie sur place, mais nous faisons le traitement par la chimiothérapie, par la chirurgie. Et la radiothérapie est sollicitée lorsque nous jugeons que à cette étape, il faut nécessairement la radiothérapie. Dans certains cas, la radiothérapie c'est le premier traitement. Ok. On demande. Mais vous savez, quand le malade n'a pas de ressources pour aller se faire soigner à l'extérieur, qu'est-ce qu'on fait? Il y a toujours des alternatives que nous mettons en place pour assurer la continuité de la prise en charge. Donc, le traitement du cancer, il dépend de plusieurs facteurs. Il y a d'abord le stade auquel on reçoit le cancer, il y a le type de cancer, l'organe qui est atteint, il y a donc le stade auquel on a reçu, dans quelles conditions on a reçu le malade, est-ce qu'il y a d'autres maladies qui sont associées, nous cherchons à savoir ça, est-ce qu'il y a des complications chez ces malades-là, est-ce qu'il faut préparer le malade avant de bénéficier d'un traitement anticancéreux, on évalue tout ça. Donc, quand la radiothérapie est nécessaire, lorsque c'est le premier traitement que le malade doit recevoir, on l'indique. Lorsque c'est une étape intermédiaire ou vers la fin du traitement, on l'indique également. Donc, le traitement du cancer, c'est pas comme un paludisme où tu viens, on prescrit le médicament une fois et puis c'est fini. Ça demande beaucoup plus que ça. Ça demande plus que ça. C'est un traitement qui est long, qui comporte plusieurs méthodes et plusieurs étapes. Long, coûteux et trop stressant. Oui. Alors, celui-là demande, on va lire en même temps parce qu'on n'aura pas assez de temps pour les questions. Bonsoir la RTG, Abouakar Kamara. Je veux savoir comment le cancer atteint les albinos. Les albinos, leur cancer, c'est le cancer de la peau. Ils peuvent développer d'autres maladies, mais leur principal problème, c'est
les problèmes liés à la peau. D'accord. Chez l'albinos, il y a un manque de ce qu'on appelle la mélanine. Il n'y a pas de mélanine. La mélanine, c'est ce qui permet, c'est un pigment qui permet de colorer la peau, mais aussi qui permet d'absorber les rayons ultraviolets qui frappent la peau. Alors, s'il y a un manque, donc ça entraîne une brûlure chronique de la peau des albinos. Donc, on verra que sur la peau, les parties exposées au soleil, il y a beaucoup de taches noirâtres, des lésions de brûlures également. Donc, c'est uniquement le cancer de la peau. Très bien. Allô? Allô? Éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Oui, alors. Oui, éloignez-vous de votre poste téléviseur. Oui, nous vous écoutons. Votre nom, vous nous appelez d'où? Ça va? Éloignez-vous de votre poste téléviseur. Oui, oui, alors, salut. Oui, votre nom, vous nous appelez d'où? C'est comment, c'est quoi? Oui, vous avez une question? Oui, nous vous écoutons. La question. Bon, ça va bien? Très bien. Ça va. Vous avez une question, monsieur? Oui, nous vous écoutons. Vous avez une question, monsieur Kourouma? Oui, oui, on a une question là pour vous. Oui, nous vous écoutons. Voilà, je voudrais savoir à propos des maladies, comment vous parlez des maladies là. Allô? On ne parle pas de n'importe quelle maladie, on parle du cancer. Le sujet est écrit, le thème est écrit en bas, au bas de l'écran. Allô? Oui. Oui, bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Très bien. Votre nom, vous nous appelez d'où? C'est monsieur Ousseinom. Oui, monsieur, nous vous écoutons. Je voudrais savoir quels sont les premiers signes d'un cancer au niveau des seins. Au niveau des seins? Oui. Les premiers signes. Rapidement, le dimanche, il y a 2 dimanches, on ne parle que de ça. Mais bon, c'est un professeur, il est là, il va vous satisfaire. C'est la présence d'une boule dans le sein. C'est un écoulement de sang au niveau du mamelon, du bout du sein. Et c'est une plaie qui apparaît sur le sein en dehors des périodes d'allaitement. Ça, ce sont des signes précoces. Alors, celui-là demande intervention du professeur riche en informations. Merci à vous, c'est un professeur. Alors, la question, vaccination contre le papilloma virus, où en est-on? Ça n'a pas encore commencé. Chez nous? Non. Pourquoi, professeur? Il y a des étapes à franchir. Je ne vais pas brûler les étapes. Mais notez que ce n'est pas encore disponible. D'accord. Le ministère de la Santé a conscience de ça. Voilà. Alors, ça va venir. Ça va venir. On arrive à la fin. On va prendre cet appel, lire 2 messages. Allô? Allô? Parlez un peu plus fort. Votre nom, vous nous appelez d'où? Bon, vous appelez Sangaredi. Sangaredi, nous vous écoutons, monsieur. Bon, je voudrais demander à propos comment le maladie cancer peut attraper un être humain. Comment le cancer peut attraper un être humain? Oui. Bon, le cancer, on a été exposé à des facteurs favorisants. Par exemple, le dénominateur commun, c'est comment on appelle ça, l'alimentation, qui est parfois très pauvre en fruits et légumes, riche en aliments gras et en protéines. D'accord. Donc, et il y a aussi la sédentarité, le manque d'activité physique et la consommation de tabac. Très bien. Donc ça, c'est le dénominateur commun de toutes les maladies chroniques, ces 3 entités-là. Maintenant, pour le cancer, en plus, il y a des infections qui peuvent entraîner l'apparition du cancer, le cancer du col, le cancer du foie, le cancer de l'estomac, même le cancer de la vessie, sont des facteurs, des cancers qui peuvent être associés à des infections. Très bien. Donc il y a la pollution, les fumées
domestiques, la combustion des déchets, l'environnement, la pollution de l'environnement, la pollution au niveau des industries également. Tout ça, ça peut engendrer l'apparition du cancer. Celui-là demande qu'est-ce qui provoque l'albinisme depuis Kissédougou. Est-ce que, professeur, vous pouvez répondre? Qu'est-ce qui provoque l'albinisme? Ça, c'est inné. C'est une maladie génétique. Allô? Très bien. Allô? Oui. Bonsoir. Oui. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Votre nom, vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Dabondi. D'accord. Nous vous écoutons. Ouais, mon nom c'est Morlaï Kamara. Oui. Votre question, s'il vous plaît. Je voulais vous demander qu'est-ce qui provoque souvent le cancer du foie? Le cancer du foie, il y a la consommation de l'alcool, il y a l'exposition au virus de l'hépatite B. Si vous n'êtes pas vacciné contre l'hépatite B, je vous conseille dès maintenant là, parce que c'est un virus qui est associé à plus de 80% des cancers du foie. Il faut aller faire le test de l'hépatite B et vous soumettre à la vaccination. Il y a aussi d'autres virus, comme le virus de l'hépatite C, mais principalement chez nous, c'est la consommation de l'alcool, des virus de l'hépatite, et également la consommation de l'arachide pollué, des céréales qui sont polluées par des champignons qu'on appelle qui sont contaminés par une toxine. L'Aspergillus flavus, c'est un champignon qui pollue les céréales et qui entraîne l'apparition du cancer du foie. On n'a que 2 minutes, on a peut-être 2 qui... Allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, c'est encore monsieur Ouchenom. Le cancer de l'utérus peut-il affecter l'homme? Le cancer de l'utérus peut-il atteindre l'homme? Avant, peut contaminer l'homme? Le cancer d'enfant, il faut considérer le cancer comme étant une maladie non transmissible. Très bien. Donc on peut tout faire avec un cancéreux sans avoir le risque d'avoir le cancer. Ce n'est pas une maladie transmissible ni contagieuse. Allô, oui. Bonsoir, monsieur. Parti. On avait un message là, et lui, c'est Yombo, depuis Fria. Il veut savoir la différence entre cancer bénigne, maligne. D'accord. Et les conséquences d'un cancer. Quand on dit malin, c'est déjà cancer. Il n'y a pas cancer bénin. Bénigne. C'est plutôt cancer de bon pronostic. D'accord. Voilà, cancer bénin, il n'y en a pas. Quand on dit bénin, c'est que ce n'est pas cancer. D'accord. Donc une tumeur, c'est-à-dire une boule, une augmentation, une voussure d'un organe ou une augmentation, la présence d'une boule dans un organe peut signifier l'apparition de cancer, comme ça peut être en rapport avec une tumeur qui est bénigne. D'accord. Voilà, le développement s'arrête là. Alors que si c'est un cancer, la tumeur bénigne qui est là se développe dans l'organe, détruit l'organe et les cellules se propagent dans d'autres organes. C'est ça la différence entre un cancer et une tumeur bénigne. Très bien. Professeur, maintenant, dernier mot, on a fini. On est pris par le temps. Le dernier mot, c'est de vous remercier. D'accord. On se retrouve très bientôt encore pour d'autres sujets liés au cancer. Je vous remercie encore une fois. Et nous comptons sur une participation intégrée de la télé nationale, de tous les acteurs, la société civile. Et à travers ce mois d'octobre, on s'est rendu compte qu'on peut faire mieux. Parce que tout le monde est descendu sur le terrain et je sais que l'année prochaine, on va encore faire mieux. Mais le cancer existe toujours. Les centres qui offrent des services de dépistage existent toujours, fonctionnent toujours. Les activités continuent durant toute l'année. Les activités continuent toute l'année. Donc on ne s'arrête pas au mois d'octobre, on continue la sensibilisation et la sensibilisation. Très bien, on parlait toujours cancer. Aujourd'hui, on a clôturé avec le mois d'octobre, c'est demain, mais nous, on a fini aujourd'hui. Je rappelle que nous étions avec professeur Bangali Traoré, chef service cancérologie, même temps coordinateur du programme national de lutte contre le cancer, qui était donc notre invité. On se dit au revoir et la semaine prochaine pour d'autres problématiques dans votre émission de santé. Dites-moi tout d'or. D'ici là, prenez soin de vous.